me suis dit que j'allais interviewer Mélina Saunier. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que tu avais deux intitulés. C'était Connecting Dressage et Les Amis de Sabri. Alors, ma première question pour te permettre de te présenter, c'est qui est Mélina Saunier? Mélina Saunier est intimement reliée aux Amis de Sabri, intimement reliée aussi à Connecting Dressage, mais c'est un petit peu comme ma naissance à travers les Amis de Sabri, qui est un nom que j'ai trouvé autour de mon cheval de cœur, Sabri. Et en fait, ça a commencé dans un élan avec l'envie de partager ce que je vivais avec Sabri, non pas seulement pour dans un cadre égotique ou pour me montrer, mais l'envie de partager les leçons que pouvait me m'apporter Sabri, qui pouvaient également servir à d'autres personnes avec leurs chevaux. D'accord. Sabri, c'est ton premier cheval dans ta vie ou c'est quoi ta première Non. expérience de chevaux dans ta vie? Alors, ma première expérience de chevaux, ça remonte, j'avais 8 ans, j'ai, bah, classiquement, entre guillemets, j'ai appris à monter en centre équestre, voilà. Et puis, mon premier poney, j'ai eu la chance d'avoir un poney enfin, je suis tombée en amour avec un poney dans un centre équestre et ma mère me l'a offert, Roméo. Et donc avec lui, assez rapidement, c'était un petit poney. Moi, j'étais déjà grande enfant et assez rapidement, j'ai pas pu le monter parce que j'étais trop grande. Et donc, c'est déjà là que je me suis un peu dit, mais là, je te parle, on est dans les années 80, hein. Je suis pas toute jeune. Donc, déjà là, on parlait pas trop de travail à pied, de travail relationnel avec les chevaux, en tout cas dans l'univers dans lequel j'évoluais. Mais déjà, moi, je commençais à me poser des questions, à me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec un cheval quand on le monte pas et quand on peut pas le monter. Et parce que j'étais trop grande et du coup, bah, on peut faire de l'attelage, on peut faire des longues graines, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de la technique? C'est aussi juste être ensemble et je me faisais entre guillemets un peu remarquer au milieu des autres enfants parce que je faisais rien avec mon cheval, je l'emmenais brouter et j'étais déjà heureuse comme ça, quoi. Donc ça, c'est mon premier cheval, premier Mhm. poney. Et puis après, il y a eu Serena. En fait, vers l'âge de 17 ans, j'ai voulu vraiment en faire un métier. Et j'ai commencé à travailler dans un centre spécialisé en débourrage à l'ancienne méthode. Euh, et c'est-à-dire bah, sans préparation ni mentale ni physique du cheval. En gros, tu fais ta prière, tu mets la selle et tu montes dessus et, et tu tombes. Voilà, ça fait partie du protocole de débourrage. Et donc, je suis pas mal tombée. Faut être un peu casse-cou, quoi. En gros, c'est ce qui allait avec le package de travailler en centre de débourrage. Et puis, j'ai rencontré dans ce centre de débourrage une jeune jument euh, qui m'a interpellée pour diverses raisons, qui était Serena. Et là, c'était une pure sang arabe. Et moi, à l'époque, je m'intéressais beaucoup au concours complet. J'avais envie de sortir en concours complet. Mais bon, une pure sang arabe, c'est pas top pour sortir en complet, pas forcément la race idéale. Mais j'aime les défis, donc je me suis dit, bon, allez, je vais sortir en complet avec ma petite pure sang arabe. Donc, je suis sortie en complet avec ma petite Serena. Et puis après, on a eu un grave accident qui a fait qu'on a dû l'euthanasier. Et, euh, et je saute un peu 20 ans et je rencontre Sabri. Donc voilà, mon troisième cheval, en fait. Ok. Et quelle est ta vocation aujourd'hui? Enfin, décris un petit peu Connecting Dressage et les amis de Sabri. Qu'est-ce que tu apportes spécifiquement aux gens qui viennent à toi? Alors, il faudrait que eux en parlent à ma place, Mais mais déjà, toi, quelle est ta volonté? oui, ouais, ma volonté, c'est à travers justement ben, les amis de Sabri, l'idée c'était de partager mes aventures avec mon petit cheval, dans le sens que là encore, comme Serena, c'est un cheval qui est pas fait pour le dressage, qui a des aplombs, qui avait des aplombs vraiment
pas bon du tout. Maintenant, ça se corrige progressivement, mais qui était pas a priori un cheval avec beaucoup d'aptitudes. Et mon défi et mon envie, à travers le partage de cette expérience-là, c'était de donner foi aux gens que même s'ils ont un cheval qui n'est pas fait pour la discipline qu'ils aiment, ils peuvent, à travers le travail relationnel et ben, moi, mon approche gymnastique sur le dressage, mais quelle que soit la discipline, finalement, c'était redonner espoir aux gens que Mhm. ben, dream big derrière toi, que tout est possible. À travers le tout est possible, c'est aussi savourer le chemin plus Mhm. que la destination et prendre ça comme une opportunité de cheminer ensemble à notre niveau respectif. Et puis après, ben, j'ai évolué sur Connecting Dressage parce que j'avais envie, euh, Sabri et moi devenions, Sabri, j'avais peur à travers cette expansion-là, j'avais peur qu'il devienne un peu un outil de mon enseignement et j'ai pas envie de ça. Et j'ai envie de le préserver à sa place. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un autre nom, Connecting, pour garder quand même l'aspect connexion et puis dressage, parce que c'est l'angle que je propose pour, euh, pour mes élèves. Et donner une dimension un petit peu plus large au-delà de Sabri. Ok, ok. Alors, moi, je vais te poser une question peut-être un petit peu différente. C'est quoi le plus beau raté de ta carrière avec les chevaux? Et qu'est-ce que tu en as appris sur toi, sur le lien, tu vois, sur eux? Alors, je sais pas si c'est le plus beau, mais c'est un souvenir qui me vient en tête. Euh, c'est un souvenir qui me vient en tête, qui est pas très vieux. J'ai fait une démonstration avec Ludovic Fournet lors d'un événement. C'était pour les 10 ans de Horse and Ropes, voilà. Et il y avait une petite démonstration de cours où lui me donnait un cours en fait en public, et c'était aussi une façon de montrer mon travail. Là, on était sur de la liberté. Et puis c'était un petit défi pour moi de me montrer devant le public et tout avec mon cheval, et j'avais quand même un petit programme. On s'était dit avec Ludo bah, qu'on allait travailler la distance sur le cercle en liberté. Et puis en fait, quand je suis rentrée dans la carrière de démonstration, il s'est couché. Et puis il s'est couché au moment, il s'est couché sans que je lui demande. On a le coucher sur demande, mais là il s'est couché sans que je lui demande. Avec Ludovic, on était pas mal occupés à parler avec le public de diverses choses. Et en fait, après bon, on a fait l'exercice avec Ludo et tout, et l'exercice en soi a pas super bien fonctionné. J'étais un peu déçue de la démonstration, si tu veux. Et finalement, en fait, je me suis dit, mais en fait, il s'est couché derrière moi Il était en confiance. au début. Déjà, il était en confiance, ouais. Et, et il m'a rappelé sur qu'est-ce qui compte. Enfin, c'est comme ça que je l'ai lu. Qu'est-ce qui compte avant tout? La relation. Ouais. Notre lien à nous, au-delà de ce qu'on va faire, de ce qu'on va montrer, c'est notre lien. Et là, en se couchant comme ça devant moi, pour moi, comme je l'interprète, en tout cas, c'était une façon de me dire, n'oublie pas le lien, n'oublie pas la confiance, n'oublie pas ça qui est entre nous. C'est ça qui Ouais. compte. C'est certain qu'un cheval se couche soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il se sent bien. Oui, et là, en fait, c'était pas. Alors moi, j'utilise pas le coucher trop en tricks, en petit exercice de cirque entre guillemets. Je le vois vraiment comme un exercice de température de la confiance entre nous. Et, Exactement. euh, et, et je l'utilise à l'occasion, enfin je le demande à l'occasion, mais moi je fais pas de spectacle, donc c'est pas quelque chose que j'intègre dans les démonstrations. Mais là, pour moi, c'était vraiment une façon pour lui, et il m'a reconduit il y a pas longtemps aussi là-dessus, parce que je prépare une certification très technique, et pareil, il est revenu vers moi en me disant, oublie pas le lien, c'est ça, Mhm. au-delà de la technique, c'est le lien. Bon. Ah, super. Bah, c'est génial parce que c'est l'enchaînement de ma question suivante. C'était à quel moment est-ce que tu as compris que la technique, elle suffit pas pour vraiment aider les chevaux?
Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as compris ça ou c'était bien avant ou à un autre moment? Je voulais passer mon BFE. Brevet fédéral d'équitation éthologique? Oui, j'étais un peu obsédée par mon diplôme. Je voulais absolument passer ce diplôme. Et je revenais en France après 25 ans d'absence et j'avais besoin de légitimité que je retrouvais grâce à un diplôme. Enfin, pour moi, le diplôme me permettait d'être plus légitime, de me sentir plus légitime. Et du coup, j'ai travaillé la technique pendant 6 mois quand j'étais en formation professionnelle là-dessus. Mais Euh, et en fait, au fur et à mesure, j'avais un cheval qui devenait hyper. Donc là, j'étais plutôt sur de l'équitation éthologique plutôt que du dressage. Et j'avais un cheval qui était au bouton, enfin qui était super obéissant. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pas vu les choses, mais ça a explosé d'une des épreuves d'examen. Et et où en fait je me suis rendu compte que bah il m'a pas obéi et ça a pas fonctionné comme prévu et en fait il m'a envoyé balader et je le remercie encore aujourd'hui parce que justement voilà à ce moment-là j'ai compris que à trop être obsédé par la technique on perdait le cœur de notre cheval et Mm. que ce qui comptait pour moi c'était entre le BFE et le cœur de mon cheval il y a Mm. pas photo donc je suis partie de la formation j'ai arrêté en cours de route j'ai raté mon examen. Enfin, j'ai décidé d'arrêter en cours d'examen. J'ai dit, je m'en vais. C'est pas grave. C'était pour moi, voilà, il y avait pas de négociation possible, quoi. Et après cette expérience-là, ça nous a pris 6 mois. Ça m'a pris 6 mois pour me ressentir en lien vrai avec mon cheval, pour re-avoir un cheval qui s'exprime et re-avoir une communication ensemble et un vrai partenariat ensemble, pas un cheval qui m'obéit. Et ça, c'était au début de notre parcours ensemble, alors que j'étais vraiment sur de l'éducatif avec lui, parce que c'est un cheval qui avait des gros problèmes de comportement quand je l'ai rencontré. Donc, on a passé 3 ans sur que de l'éducatif. Mm. Et, et du coup, bah, être obsédé par l'éducatif et la mise du cadre, etc., qui est importante, hein, je ne dénigre pas du tout, mais pas de trop. Ouais, merci pour ce témoignage, mais c'est magnifique parce que c'est exactement la voie en fait que je propose aux gens de prendre, de se rendre compte que l'obéissance en fait, c'est pas le lien. Hmm, Et c'est pour ça que la liberté, c'est le vrai test. C'est-à-dire que s'il y a un moment, il y a un échappatoire, quand c'est que de l'obéissance, c'est très compliqué, en fait. Et du coup, complètement. c'est un beau témoignage, c'est magnifique, quoi. C'est exactement ça. Et je pense que il y a beaucoup de professionnels qui peuvent avoir ce genre d'histoire ou l'avoir vécu, soit en dressage ou quand on est vraiment sur faire et non plus sur Ouais. rien, quoi. Et je pense que Ouais, ça va ouais, pour ouais. beaucoup de Et c'est gens. ce qui fait qu'on peut vraiment faire de la liberté en dehors des murs, hein, parce Mm, qu'on parle souvent de la liberté dans une carrière, mais mm, la vraie liberté, c'est vraiment en dehors des murs. Et c'est c'est ce à quoi m'a ouvert David Lichman, justement, d'aller en dehors des murs. Et c'est là où, ben, si ton, c'est là où c'est un travail sur soi. Si ton cheval se déconnecte, ben, c'est pas grave. mm. S'il ne t'obéit pas, ben c'est pas grave. Tu récupères autrement. Ce qui compte, c'est le lien, quoi. Eh ben oui, eh ben oui. Et du coup, comme tu as du lien, ben il faut faire confiance et communiquer à un autre niveau. À ce moment-là, s'il t'échappe entre guillemets dans le cadre de ta liberté hors les murs, et c'est souvent ça qui fait que maintenant pour moi la liberté c'est un style de vie si tu veux avec mon cheval avec Sabri on évolue en liberté au quotidien. C'est pas seulement un exercice où on se dit, tiens, on sort dans un champ et enfin, elle est au quotidien, notre liberté. C'est dans nos interactions, Mm. les plus banales. Et c'est une communication Et réciproque, c'est comment oui, instaurer une conversation. voilà, exactement. Comment instaurer une conversation que j'ai pas avec ma petite ponette encore. J'ai pas encore ce lien suffisamment fort. Bon, il y a le facteur poney aussi qui fait que voilà. Il y a d'autres paramètres.
Mais, euh, mais avec Sabri, c'est vrai que déjà, je sens avant qu'il se déconnecte, entre guillemets, je le sais. Il y a comme une espèce de Mm, communication non verbale entre nous qui fait que... Et pourtant, je suis très verbale dans ma communication avec lui, mais je le sens avant. Et du coup, il y a ce lien, voilà, qu'on a construit au fil des années qui fait que même si, entre guillemets, il part ailleurs, quand je parle d'interaction quotidienne, ça peut être descendre depuis les paddocks jusqu'à la carrière. Bon, bah, il y a un chemin à descendre, une route à traverser, et puis aller à la carrière de l'autre côté. Bah, on y va en liberté. Puis des fois, bah, il grappille une touffe d'herbe sur le chemin, ou finalement, il prend l'autre chemin, il va pas à la carrière, ou, eh ben, en fait, c'est pas grave, je lui réexplique les choses. Je le mm, récupère comme ça parce que le lien est pas coupé pour autant. mm. Ouais, c'est beau. Mm. Alors, c'est quoi la chose la plus folle que tu as fait dans ta vie et comment ça t'a changé? Qu'est-ce que ça a transformé dans ta manière d'être avec le vivant? La chose la plus folle. Je te réponds spontanément, hein, c'est comme ça, j'ai Allez. pas lu les questions. Euh, monter à cheval. Parfait. C'était à quel âge? Monter à cheval. J'ai rencontré Sabri, j'étais en fauteuil roulant. Je pouvais plus marcher. Et c'était un défi. Et en fait, c'est ça qui m'a fait suivre cet appel qu'il m'a proposé. C'était comme un appel à une part de moi que j'avais un peu éteinte. Et pas qu'un peu, beaucoup éteinte. Et je me suis dit, quand je l'ai rencontré, ben, je me suis dit, il m'a touché quelque part. Une part de lui se reflétait dans ma personnalité et vice-versa, je pense. On rencontre jamais nos chevaux par hasard, hein. Mm. Et j'ai souvent tendance à dire, bah, Sabri, c'est ma colère, Scarlett, c'est ma joie, mais Sabri, c'est ma colère. Donc j'avais beaucoup de colère en moi, de par les expériences que la vie m'avait envoyées. Et, euh, et je me suis dit, bah, un jour, je monterai ce cheval et je me remettrai à cheval. Et aujourd'hui, bah, ça fait déjà quand même quelques années que je monte à cheval. C'est toujours un défi quand même. Euh, mais voilà. Ouais, c'est beau. C'est vraiment Parce beau. que les médecins voulaient pas et disaient que je pourrais jamais. Et bon, après, je parle pas du nombre d'années et de journées au quotidien. Toute la gymnastique que je propose à mes chevaux, je la fais moi-même. Je me l'inculque à moi-même. Donc tous les jours, je me gymnastique moi-même dans mon corps. Et après, bah voilà, c'est des concessions, c'est des sacrifices, c'est pas tous les jours tout rose, mais voilà, je suis contente d'avoir relevé Tu marches ta parole. cette difficulté. Je marche ma parole, ouais. Mm. Je fais de mon mieux, en tout cas, pour la marcher. Et c'est exactement ça qui fait la valeur de ce type d'enseignement, c'est on se l'est totalement approprié et incarné, et c'est pas théorique, c'est vécu en fait. Et c'est ça Ouais, qui fait une saveur et une teneur différente. Donc c'est beau, ouais, merci pour le ouais. partage. Et alors, c'est quoi une habitude étrange ou peu courante que tu as et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Pour moi, alors peu courante, ça va dépendre pour qui. Si on parle à des gens qui, je parlais tout à l'heure, la liberté comme style de vie, par exemple, bah, quand je vais chercher mon cheval pour aller partager un moment ensemble, nous exercer à quelque chose de particulier, ça peut être dans le pré, ça peut être dans la carrière, ça peut être dans n'importe quel endroit, mais en tout cas, je vais le chercher en liberté et je lui demande un peu si ça le tente de jouer avec moi. Je lui demande quand même un peu son avis. S'il est pas d'accord, je lui dis quand même, parce que c'est comme des enfants à qui il faut faire les devoirs, ils sont pas toujours d'accord, hein, faut pas, on n'est pas tout rose, mais je lui demande quand même, et je fais en sorte de le convaincre. S'il est pas d'accord pour aller travailler, je fais en sorte de le convaincre, mais euh, je le laisse rentrer. C'est lui qui rentre dans la carrière en premier. C'est pas moi qui rentre dans la carrière et qui l'appelle. Donc dans l'espace de travail, par exemple. Il y a ça, et puis, c'est-à-dire c'est lui d'abord, et puis
Et puis, il y a le côté de gagner, entre guillemets, son argent, gagner son salaire, gagner sa ration, parce que à la fin de chaque séance, il a sa ration. Et c'est comme une façon de le récompenser, de faire un jackpot de récompense à la fin de la séance. Mais c'est aussi une façon, au fur et à mesure des années, en fait, des fois, j'ai pas le temps de le travailler avant de lui donner sa ration avec les vitamines. Et en fait, je me rends compte que c'est une façon aussi pour lui d'avoir de la fierté et de développer sa fierté de se mettre au travail et de se mobiliser. Parce que les fois où j'ai pas le temps de le travailler avant de lui donner sa ration, eh ben, honnêtement, je sens de la frustration. Je sens qu'il attend quelque chose. Il est là devant le seau de grains et Dieu sait s'il est gourmand, une boîte à bonbons, hein. Mais je vois qu'il attend quelque chose devant le seau de grains et c'est comme lui retirer un plaisir et une fierté de pouvoir avoir gagné son salaire entre guillemets, hein, parce que c'est comme si on donne un chèque de bonus à la fin du mois à un salarié qui finalement n'a rien fait de spécial. Bah, s'il a fait des efforts spéciaux et s'il a donné le meilleur de lui-même un peu plus que d'habitude et tout ça, bah, il est fier d'avoir gagné, c'est mérité, il se sent encore plus Mm. valorisé, etc. Et là, c'est comme si je lui enlevais une valorisation Mm. finalement. Et j'ai un cheval qui est comme ça aussi, qui est très interactif et joueur, et on sent en fait que ça crée cette envie en fait de faire avec quoi. Ouais, Comme ouais. les gens qui, ouais, voilà, les gens qui ont envie de se montrer, qui sont, voilà, qui sont heureux de montrer leur savoir-faire. Ouais, Oui, voilà. Ouais, ouais. ouais, c'est cool. Alors, dis-moi, c'est quoi pour toi le pire conseil qu'on donne aux gens dans le monde du cheval? Et qu'est-ce que toi tu dirais à la place? Alors, c'est drôle parce que j'ai une de mes élèves qui est professionnelle, enseignante professionnelle, qui vient de poster une vidéo aujourd'hui, je te l'enverrai, où elle me remercie de ça parce que en fait, elle a des problèmes d'impulsion avec son cheval et elle me dit, eh ben, tout le monde m'aurait dit, mets des éperons, Mm, crée de l'inconfort, mm, rentre-lui dedans. Des choses comme ça. Et elle est en accompagnement mensuel avec moi. Et du coup, je lui ai proposé une autre solution que mettre de l'inconfort, créer de la gêne et tout ça. Et voilà, aller plus haut dans les tours, pour moi, bah, plus ça va, plus j'évolue dans mon chemin équestre et moins j'ai envie de ça. En fait, au début, on te dit dans l'équitation éthologique, monte dans tes phases, euh, rajoute de l'inconfort, etc., etc. Et plus ça va dans mon cheminement équestre monté aussi, je le sens, plus ça va, plus je me dis, c'est passer à côté d'une opportunité que nous offre le cheval d'être différent, de changer quelque chose de nous, plus, de façon plus intrinsèque, de façon plus interne, autre que les outils, que ce soit éperon, badine, carotte stick, chambrière, peu importe. Mais c'est une mm, opportunité de travailler sur notre énergie, sur des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus subtiles, et qui deviennent du coup, elle est là l'équitation de légèreté. Tu vois, bah, mm. moi, j'ai des référents en plus de dressage, tu vois, mais elle est là la légèreté. C'est Oui, comment mais, tu peux être léger dans toi-même, quoi, aussi, plutôt qu'avoir des gros outils et te servir, t'appuyer sur ces outils qui sont nécessaires parfois. Je les renie pas, mais ça peut être aussi intéressant d'aller chercher en toi qu'est-ce qui peut changer et qu'est-ce que ton cheval te propose et comment tu peux l'écouter parce qu'ils peuvent être surtout les chevaux qui sont un peu mous entre guillemets, qui manquent d'impulsion. Enfin, Sabri, je pense qu'il est le top modèle là-dessus. Eh ben, finalement, moi, il m'a amené à travailler des choses dont j'avais même pas conscience avant dans mon corps mm, et qui ressent et il est réceptacle de ça, mais puissance 10 000 bien plus que si je lui donne un coup de badine ou si je le touche en phase 4 parce qu'il avance pas. mm. Oui, c'est comment je peux améliorer ma communication et la motivation dans le lien. Mm. Oui, puis ma communication de moi à moi, ma connexion avec mon propre Mhm. corps, finalement, parce il est que le reflet de ça. Et comment je peux travailler ma détermination,
comment je peux travailler mon pouvoir que le cheval ait envie de me suivre dans ce que je lui propose, comment c'est du travail sur soi finalement, c'est du travail de sa personnalité, à la fois de l'affirmation de soi, de la confiance en soi, de la détermination, enfin c'est plein de petites choses comme ça. Et là du coup son cheval, pour revenir à l'exemple avec Émilie, son cheval il est motivé, il avance du feu de Dieu et parce qu'elle a sorti en elle, Mm. au-delà des outils, au-delà de la technique, elle a sorti quelque chose en elle qui était plus introverti, qui était pas expressif et là, elle s'exprime, elle pose le paquet, la proposition, elle la pose comme ça dans Mm. sa pleine puissance et hop, ça embarque Ouais. C'est, euh, pour moi, l'outil est neutre. Il est juste l'expression de ce qu'on y met et complètement, de nos complètement, intentions. Et après, c'est comment, en fait, on peut avoir cette conversation avec le cheval et faire ces allers-retours sur jusqu'où sont tes capacités et jusqu'où sont les miennes et comment on les cumule, en fait. Et complètement. si les deux sont alignés dans la même intention, c'est magique. Eh oui, ouais, ouais, Mm. complètement, complètement. Parce que très souvent, pour revenir à ta question d'avant sur qu'est-ce qui me choque, je sais plus exactement les termes, mais qu'est-ce qui me choque qu'on conseille tout le temps et avec lesquels je suis pas d'accord, c'est souvent ça. C'est fais-lui faire ci, fais-lui faire ça, et moi, comment je suis, tu vois? Mm. On oublie de dire, et toi, est-ce que tu as fait ton check-up intérieur? Comment tu es, comment tu te sens, comment sont tes énergies, comment tu es dispersé dans ton corps ou pas, comment tu es connecté avec ton corps ou pas, Mm. comment, enfin, Oui. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte, moi, dans le protocole Stop Colère, une des premières manifestations, en fait, de la colère qui s'active, c'est d'être trop focus, de vouloir faire faire quelque chose à l'autre et de plus être sur le lien. À partir du moment où on n'est plus que sur faire faire quelque chose à l'autre, en fait, on est dans un processus de la colère qui s'active hmm, biologiquement, en fait. Et du coup, ça, c'est un marqueur comportemental. Et c'est très prévalent, en fait, et dans le monde du cheval. oui, complètement. Et Ben, pas que dans le monde du cheval, hein, je pense. mais c'est aussi pour ça que beaucoup de chevaux subissent. Oui. Alors, la question suivante, c'est quels seraient tes conseils à quelqu'un qui veut faire la même chose que toi? Par quoi est-ce qu'il doit commencer? Par, par se demander s'il est Ok. prêt à s'engager. Ça demande de l'engagement. Et, et l'engagement, c'est un grand débat de nos jours, hein, dans la société. Et ça demande de vouloir aller explorer des zones de soi. Et donc, es-tu prêt à aller à la découverte de toi-même, j'ai envie de dire. Et alors, quel processus en premier, la toute première chose que tu lui recommandes de faire? Eh ben, de respirer. Ok. Respirer, ça commence par respirer. Apprendre à respirer. Et au-delà de la gymnastique que je propose, donc moi je propose la gymnastique à pied, mais au-delà de la gymnastique, une fois qu'on a un petit peu de la technique, l'idée c'est de danser ensemble. C'est ça le plaisir. Comme un musicien, il fait ses gammes et après, l'idée c'est de pouvoir improviser et écrire sa propre musique. Et du coup, ben, ça commence par apprendre à respirer ensemble. Magnifique, c'est ça. Voilà, la toute première chose, ouais, c'est vraiment ça. Génial. Et c'est la chose la plus difficile. Mm. Oui. Et c'est la clé de sortir du mode survie.
Du coup, ça enchaîne bien avec la question suivante qui est qu'est-ce qui te stresse en particulier? Et c'est quoi les signes d'alerte, tu vois, à Ouais. toi? Ce qui me stresse, c'est quand j'arrive pas à justement être assez euh, motivante pour mon cheval et que du coup déjà en moi-même, j'arrive pas ben, on est souvent préoccupé par nos soucis de la vie quotidienne, le stress, ça fait partie de la vie en 2026, quoi. Et du coup, se reconnecter à ce que proposent les chevaux, c'est pas toujours facile. Et moi, la première. Et du coup, parfois, j'arrive avec mon rythme de ma journée auprès de mes chevaux, avec mon stress d'être entrepreneur à son compte, etc., par diverses choses, que ce soit professionnel ou personnel. J'arrive avec mon stress et parfois, c'est difficile, ou je ne suis pas capable certains jours de redescendre et de laisser de côté mon bagage et j'arrive avec un bagage un peu pourri, quoi. Et quand tu y arrives, Et qu'est-ce que tu mets en œuvre en particulier? je respire, j'y reviens. Ok, ok, c'est génial, c'est la première chose Eh à faire. ouais, eh ouais, je respire parce que j'arrive en apnée, en gros, quoi. Mhm. C'est ce que je recommande Et à tous mes élèves. C'est un ouais, expire plus long qu'un inspire. C'est ouais, la base. c'est la base de la base. C'est tellement simple et on l'oublie tellement en même temps. Et on le fait tellement peu si on n'y porte pas Ouais. notre conscience. C'est le prérequis en fait de pas rester dans le mode survie et dans le mode stress. C'est savoir Ouais. expirer plus longuement et il y a ce qui s'appelle un soupir physiologique qui est documenté scientifiquement, qui est tu inspires haut et tu réinspires par-dessus et ensuite tu expires complètement jusqu'à vider. Et ça, au niveau neurobiologique, ça fait redescendre le stress, le nerf vague et c'est la base. Ça me surprend pas du tout. Et c'est vrai que les jours où je suis un peu submergée par tout ça, parce que je fais ben, un peu comme toi, hein, on a des grosses journées. Je travaille à peu près 90 heures semaine et c'est vrai que euh, ben, quand je suis prise par ce stress et ces obligations professionnelles-là, euh, et d'arriver avec mon cheval avec ça, devant mon cheval avec ça, je trouve ça, Hmm. j'aime pas. Je trouve ça injuste. Alors. Hmm. Pas respectueux pour le coup. Hmm. Alors, du coup, à quoi est-ce que tu dis le plus volontiers non merci dans soit avec le cheval, soit dans ta vie? Raconter ma vie personnelle. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Tu peux parler de ce que tu fais au niveau professionnel. À quoi tu dis non merci? Je dis non merci quand je le sens pas. Ça, je fais quand même confiance à mon feeling. Je dis non merci quand des personnes me contactent avec qui je sens que on se rejoint pas dans des valeurs communes. On Hmm. se rejoint pas dans une recherche commune, quelle que soit la discipline, hein. Hmm. Parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Finalement, on a, entre guillemets, des disciplines ou des angles d'attaque différents, des parcours personnels complètement différents, des façons d'être différentes, mais je me retrouve dans tes valeurs et dans tes recherches. Avec moi, mon éclairage à moi, et toi, ton éclairage à toi, chacune notre unicité, mais je m'y retrouve. Et je dis non merci quand je sens que finalement, euh, ça vient me chercher sur des choses que j'ai pas envie de faire grandir en moi. Parce que très souvent, ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est une part de nous qu'on n'a pas forcément assumée. Et en fait, bah, je préfère la travailler autrement. Hmm. Voilà. Et- Et un petit peu aussi, non merci. Alors, je publie beaucoup sur les réseaux sociaux pour faire connaître mon travail, mon approche et tout ça, mais en même temps, euh, il y a certaines choses que je veux pas montrer parce que ça relève de l'intime avec mon cheval et je pense que c'est correct de le garder intime et, et de la même façon, pour toute personne, c'est correct de garder des choses intimes avec son cheval, de pas forcément tout partager. Et il y a certaines choses, notamment me voir travailler au milieu du troupeau.
Ça, je dis non, merci. C'est à nous. C'est le troupeau et comment on respire ensemble avec le troupeau. Et ça, bah, j'en parle là avec des mots, c'est pas secret, mais c'est un instant de vie qui est juste à nous. Ça te ressource? Ça me nourrit, ça me ressource, ça, c'est vital. Mm, C'est, sans ces moments-là, rien ne vaut. mm, Parce que, parce qu'on a beau que ça soit, bah, c'est, Honza qui dit ça, c'est que ce soit les reprises de dressage, les parcours de saut d'obstacles, les spectacles, rien, quoi qu'on fasse, rien ne vaut l'envie du cheval d'être avec nous. mm. C'est ça. Et ça, ces moments-là où on partage euh, ensemble du rien, parfois on partage des exercices, des jeux, mais parfois on partage juste du rien, juste en broute, quoi. Enfin, moi, je broute pas, mais je suis juste avec eux en train de pique-niquer, mon pique-nique à moi, qui n'est pas de l'herbe. Mais juste ces moments-là, eh ben, déjà, c'est comme Ouais, c'est beaucoup. on mange ensemble, c'est comme on dîne ensemble. C'est quoi la qualité que tu admires le plus chez les autres et pourquoi? Il faudrait le définir précisément, la bienveillance. Mhm. La bienveillance, alors je l'admire chez les autres, mais la bienveillance, ça peut être aussi de la bienveillance envers soi-même. C'est pas forcément de la bienveillance envers les autres. Ce qui est la bienveillance la plus difficile, en fait, je trouve. Euh, et en fait, c'est toujours rester, euh, c'est-à-dire, il y a des personnes qui nous font du mal, il y a des personnes qui nous énervent, il y a des personnes avec qui on se sent pas bien. Et en fait, ça veut pas dire être gentil, ça veut pas dire être accepté, ça veut dire plus comprendre le point de vue de l'autre, se mettre dans un mode empathique et, euh, et essayer d'être juste à travers ça, dans le sens que bah, pour les personnes qui nous font du mal, par exemple, qui nous portent préjudice, euh, bah, il s'agit pas de les excuser ou de dire oui, oui, t'as raison, mais c'est pour ça que la bienveillance envers soi-même est importante aussi, mais juste d'essayer de, essayer de comprendre et arriver à comprendre, en étant vraiment dans la bienveillance, arriver à comprendre qu'est-ce qui se cache, quelle peur, quel besoin se cache derrière le comportement de l'autre. Et c'est Mm, ça la bienveillance pour moi. C'est aller au-delà du comportement qui m'a fait mal, par exemple ou de l'état d'être ou de la façon d'être de la personne que j'aime pas, que j'apprécie pas, c'est arriver à voir derrière ça finalement l'humanité de l'autre et derrière ça à quel point finalement c'est une peur ou c'est un besoin que je peux avoir moi aussi. mm. Oui, Et c'est c'est ça pour moi la bienveillance finalement, la définition. Et c'est quelque chose que j'admire. J'essaye de l'être le plus possible. Mais j'ai aussi mes parts d'ombre. Et il faut être bienveillant aussi avec ses parts d'ombre. mm, Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, j'ai envie de grandir là-dedans. C'est quelque chose qui m'appelle chez les gens qui pour moi le sont. mm. Ouais, c'est chouette. C'est en traitant nos parts d'ombre et nos stress, nos difficultés, nos peurs et nos épreuves qu'effectivement on apprend à grandir, quoi. Ouais, Et comme ce que tu dis, c'est si j'arrive à voir que la malveillance, c'est juste l'ego protecteur qui s'est activé, et donc c'est la ouais, personne qui est en mode survie, en fait, ouais, c'est beaucoup plus facile. ouais, tout à fait. Tout Mm. à fait. Et c'est souvent en voyant ça et en l'exprimant que ça dénoue des conflits. Mm. Oui, parce que c'est un processus. Oui, et qui fait qu'on se retrouve finalement de cœur à cœur et qu'on se retrouve dans une relation plus vraie, Mm. finalement, plus authentique. Et, et, enfin, je pense à des exemples réels avec des gens avec qui j'ai pu avoir des conflits ou des choses difficiles, souffrantes, etc. Et finalement, de voir, de changer l'angle d'attaque, de voir autrement bah, du coup, et de dire à l'autre, d'exprimer à l'autre, ben ça peut dénouer beaucoup de choses. Mm. Ouais.
Alors, tu voulais faire quoi, enfant? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce que tu voulais faire quand Je voulais être photographe Ok. Et qu'est-ce qu'il en et reste il alors? m'en reste, ouais, il m'en reste un goût pour l'esthétique. Alors, certains, si mes amis m'entendent, ils vont rire parce que je brosse très peu mon cheval parce que le pansage est une séance à part entière pour moi. Donc, c'est très fréquent que je travaille mon cheval. C'est l'avantage du travail à pied ou en liberté, c'est qu'on n'a pas besoin de brosser. Donc, c'est très souvent que je travaille en pyjama et avec un cheval qui ressemble à un poisson pané. Mais l'esthétique est ailleurs pour moi. C'est pas dans les strass et les paillettes. Et, il me garde un goût pour le beau, mais encore une fois, le beau, enfin, tu vois, j'ai des tableaux chez moi que je trouve beaux, c'est subjectif, évidemment. Le beau Mais naturel. comment? Le beau naturel. Oui, oui, voilà, le beau naturel. Alors, je sais pas si quand je suis en pyjama et quand j'ai mon poney qui est un peu... Mais oui, Mais oui, tu sais quelque part. que à l'ère de l'IA, ça va être un atout fantastique, l'authenticité. Oui, oui, c'est ce qui fait que ça m'attire pas du tout les filtres des photos et des choses comme ça. Donc, Et il m'en reste aussi justement parce que souvent on fait des photos, on voit sur les réseaux par exemple des photos et moi-même je tombe aussi dans le piège de me dire bah, quand il y a une photographe qui vient pour me voir, je dis une parce que c'est plus souvent des femmes, mais qui vient pour me voir, eh ben il faut que je m'habille bien, il faut que je brosse mon cheval, il faut qu'on soit dans un décor ceci cela et c'est les il faut que sociétales dans lesquelles moi aussi je tombe. Et finalement, les plus belles photos qui sont pas marketing, que malheureusement je mets pas forcément en avant, mais les plus belles photos qu'on a faites de moi, c'est quand c'était au naturel. Je pense à une photo dans la rivière où on était en train, avec Sabri, en train de prendre un petit bain de fraîcheur en été toute décoiffée, toute cradoc, parce que finalement, tout le monde, on est comme ça dans notre quotidien et elle est là, la beauté. Et il m'en reste aussi d'avoir voulu être photographe, il m'en reste aussi euh, le goût pour le regard. C'est-à-dire, ce qui m'interpelle chez les photographes, c'est pas tant ce qu'ils photographient, c'est comment ils décident de le présenter. Quel regard personnel ils y donnent. Au-delà des filtres que tu peux avoir, finalement, tu peux bien rajouter tous les filtres que tu veux sur une photo. Mais c'est quel instant de vie tu as voulu saisir et qu'est-ce que ça reflète de toi. Et c'est cet instant de vie-là qui, moi, m'importe, tu vois, et qui fait la beauté pour moi d'un travail photographique. C'est pas c'est tant posé avec un grand sourire, avec tu vois, là, je cherche désespérément une photo de moi avec Sabri pour illustrer ma plateforme. Une photo d'identité où je suis face caméra, je fais un beau sourire et Sabri est bien brossé. Et en fait, j'en ai des photos comme ça, mais je les trouve affreuses. je suis d'accord avec toi, en fait, c'est ce côté, qu'est-ce que ça exprime en fait de l'instant. Oui, oui. Alors, la question suivante, c'est qu'est-ce que c'est pour être un leader pour toi? Qu'est-ce que ça représente être un leader pour toi? Accepter de boire un coup alors que je parle avec Barbara Beaufils. C'est-à-dire faire en fait ce que tu as besoin de faire au moment où tu as besoin de le faire? Ouais. Et Et puis, que j'ai soif. eh ben ouais, parfait. C'est ça, Sans. hein, l'idée, c'est j'ai une initiative et je la prends et je suis suivie dans cette initiative. Donc, Ouais, être un leader, ça serait ouais. Et regarde, du coup, tu bois. être suivi dans son initiative. Intéressant. Ouais, ok. Alors, quand tu arrives quand tu près d'un cheval, en fait, tu commences par quoi vraiment? T'observes, c'est la technique, c'est la relation. Qu'est-ce que tu fais en fait? Quand tu arrives près d'un cheval, c'est quoi le premier geste, la première chose que tu Euh, fais? la première chose, j'observe et je m'arrête. En fait, je m'arrête à. Je l'observe je l'observe en sachant que je peux être vue.
J'observe rarement en cachette. Euh, et je m'arrête et je laisse le cheval venir à moi. Mhm. Je respire. Ok. On revient à la respiration, hein. Je Mhm. prends un temps pour moi à ce moment-là. Mhm. Et en général, les chevaux viennent très vite ou pas. Mais s'ils viennent pas, c'est pas un problème non plus. Ok. C'est correct aussi. Et du coup, ça représente quoi pour toi le partenariat humain-cheval? Je dis pas homme-cheval, mais humain-femme-cheval. Ça représente quoi pour toi? Comment tu reconnais que c'est vraiment juste pour toi? Et du coup, après, pour le cheval. Tout le monde rêve, en fait, même des gens qui n'ont pas de chevaux, en fait, rêvent de ce lien entre l'humain et le cheval, d'avoir, tu vois, ça peut être le mythe du centaure, ça peut être le mythe de la liberté, du galop sur la plage, du parcours de saut d'obstacle. Ça fait rêver quand même le lien humain-cheval. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi? Et comment tu sais que c'est vraiment quelque chose qui vient de, tu vois, qui est juste pour toi, qui parle de tes tripes et qui Eh s'investit ben, quand, là-dedans? ouais, ben, je suis quelqu'un d'assez, je réfléchis beaucoup, j'ai beaucoup d'idées, je pense beaucoup, je dois arrêter mon cerveau parce que souvent avec mes élèves, je dis, bah, est-ce que tu as quelque chose en particulier? Parce que sinon, j'ai déjà 1000 idées de choses à travailler ensemble. Et, et en fait, je sens que c'est juste quand on est juste ensemble et que je pense à rien d'autre et que je suis vraiment dans l'instant présent. Hmm. Et là, il est là le vrai partenariat, que je suis pas ailleurs. Et Ok. ça, pour moi, c'est une grande leçon et, enfin, une grande leçon, voilà. Une grande invitation que nous lancent les chevaux. Alors, on en parle à gogo, l'instant présent, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. On est juste, quoi. Et on pense pas, et on réfléchit pas, et c'est naturel, et c'est là que le partenariat, Hmm. peut vraiment se faire, c'est quand ça devient. Alors, pour arriver au naturel, il faut quand même le structurer. Hein, il faut quand même des outils dans la relation cheval, je parle. Il y a quand même des outils, de la structure, un cadre, etc. Ça se vient pas comme ça, youpla boum, la fleur au fusil, entre guillemets, une pâquerette entre les dents et je cours dans les champs en mode la petite maison dans la prairie. Ce que tu décris, c'est un état de flow, en fait. C'est un Ouais, état, c'est ce que peut vivre un grand sportif ou un grand tout à navigateur, fait, ou quelqu'un complètement. qui est dans un état de flow par rapport à ce qu'il fait. Sauf que là, c'est avec un autre être vivant. Et Oui, moi, j'appelle ça la co-création, en fait. Le mode terre, c'est le mode survie. Eau, c'est les émotions. Air, c'est les pensées. Feu, c'est on commence à créer, mais c'est juste soi. Et éther, c'est co-créer. On est en état de flow partagé avec le cheval, ouais, peu importe la ouais. discipline. Et Oui, là, c'est d'une intensité. Et c'est vrai que oui, suivant ça peut être au galop, en liberté, sur la plage. Et le cheval est dedans aussi, c'est pas de l'obéissance, il est en état de, voilà, de ouais, symbiose et de synchronicité. Et donc, ouais, techniquement, c'est ce que tu me décris, ça ressemble à l'état de flow, en fait. ouais. Il y a quelques moments, ils sont assez rares, mais il y en a quand même quelques-uns où j'ai vraiment senti que mon cheval se mettait au même niveau que moi, où j'en étais, et qu'il y avait une espèce de care, on dit en anglais, un espèce de je prends soin de moi, je prends soin de l'autre. Mm. Et très souvent dans le milieu du cheval, on voit les filles, je dis les filles parce que c'est plus souvent des femmes, mais euh, qui prennent soin de leur cheval plus qu'elles ne prennent soin d'elles-mêmes. Le parage, les pieds de mon cheval sont nickel, ma manucure est catastrophique. Donc, on déverse sur notre cheval une forme de soin davantage que sur soi. Et en fait,
le vrai partenariat, pour moi, c'est comme un couple, hein, aussi. C'est comment je prends soin de toi là où toi, tu prends pas forcément soin de toi, de toi-même, et comment on se complète à travers ça et on grandit. C'est ma bulle, ta bulle, notre bulle ensemble, et puis ça fait encore Mm. une plus grande bulle derrière, quoi. Ça m'est arrivé de le sentir où par exemple, j'étais vulnérable et mon cheval l'a senti et de sentir qu'il le sentait et que du coup, il agissait en bienveillance en conséquence. Mm. Ça, c'était un vrai partenariat pour moi. Mm. C'est ça, c'est Et comment vice-versa. en réciprocité. Ouais, une réciprocité. Ouais, ouais. Mm. Et Ça, vice-versa, arriver à sentir justement quand, par exemple, comme on discutait tout à l'heure, quand un cheval n'embarque pas dans le vent, arriver à sentir, il ne peut pas embarquer dans le vent et arriver à l'écouter et à lui proposer une solution qu'il peut suivre. Et voilà, c'est aussi une forme de prendre soin de l'autre et voir qu'il ne peut pas, dans l'état où il ne peut pas faire ce qu'on lui propose de faire. mm. C'est ça, un organisme sous stress, il peut pas apprendre, il peut pas Ben comprendre, non, ben non, que ce soit un humain ou un cheval. Et donc, ben c'est non. Et parfois, le très- stress est pas forcément très expressif. ah oui, ça, c'est clair. Même chez nous, on se rend Et pas compte. oui, On peut complètement. basculer juste avec une phrase Ouais, anodine, en fait, sur la couleur de nos habits ou peu importe, ou ben sur oui, ben oui, l'heure à laquelle on arrive, et que ça peut oui, oui, nous mettre en état de stress. ouais, ouais. Et moi qui suis dans la case des hypersensibles, c'est vrai qu'il y a des choses qui me stressent, qui ne stressent pas la plupart des êtres humains, je pense. Et en fait, des choses auxquelles je suis sensible et je relève, et du coup, ça peut me mettre en souffrance. Et du coup, bah, si en face, j'ai quelqu'un qui est capable de voir ça, ces Mm. micro-stress, bah, du coup, on peut construire quelque chose encore plus grand et intéressant, quoi, à partir de là Et c'est aussi ce dans qui, notre lien et dans notre relation. c'est ça, et c'est ce que je pense qui fait la richesse aussi du cheval, c'est que c'est des êtres très subtils. Et donc, plus on prend les signaux en amont et et ils comprennent qu'on les a respectés, ces seuils, et qu'on a vu ces signaux, ben, en fait, c'est là que le lien, de manière très Oui, subtile, sur des choses très simples, complètement. comme Ouais, passer une porte, ouais, voilà, être à l'aise avec juste une corde qui s'enlève du licol, des choses où on ouais, voit qu'en ouais, fait, ouais, on lui dit, ah, j'ai vu ton seuil, ok. ouais, On- ouais. Et euh, c'est ce qui fait que pour moi, le cheval nous rapproche de notre humanité, parce que ça nous entraîne à voir des micro-signes entre nous aussi, entre êtres humains. Et du coup, ça nous sensibilise, et ça nous éveille à certaines subtilités. Euh, En tout cas, c'est un cheminement qu'il propose qui est super intéressant, mm. je trouve, Oui, je suis d'accord. Mm. dans notre humanité et dans comment mieux vivre les uns avec les autres. Oui. Oui, clairement, ça nous apprend en fait à être plus attentionné, plus subtil, plus stable, plus ancré, plus Ouais, aligné, et, et à se responsabiliser aussi, ouais. et à pas se décharger sur l'autre. Ça, c'est important. Alors, qui t'influence le plus aujourd'hui? Il y a plusieurs personnes dont j'admire le travail. Euh, Ça peut être dans l'enseignement, dans la forme, la façon d'enseigner ou dans le travail équestre, à proprement parler. Je vais choisir dans le travail équestre Christopher Dahlgren, qui est un enseignant suédois, un homme de cheval suédois, issu de l'école de Ben Banderup, qui fait un travail avec les chevaux, qui, qui fait un travail de dressage avec les chevaux, mais qui joue beaucoup avec l'énergie aussi. Un petit peu comme en dressage, mais
comme Klaus Ferdinand Hempfling, mais appliqué au dressage. Alors c'est drôle parce que j'ai commencé moi mon parcours équestre professionnel avec Klaus Ferdinand Empfing. C'est drôle que tu le mentionnes. Mhm. J'en parle pas souvent. Danser avec les Euh, chevaux. j'ai commencé avec lui. C'était ma première formation. Euh, et alors je dirais pas. Non, c'est pas comparable quand même. Non, c'est pas comparable. Mais mais si on devait les rapprocher, je dirais que eux deux euh, ont une forme de dialogue avec leur propre énergie qui fait que le cheval est très réceptif à ça. Oui, il y en a un qui a peut-être une énergie plus brute et plus, enfin, je veux dire, Ancestral un petit ouais, peu, voilà, hein. primaire. Oui, primaire. Ouais, ouais. Klaus Empfing est plus là-dedans. Euh, mais pour moi, il rend les chevaux beaux au même titre que Christopher, oui, Hmm. quelque part. Bon, C'est un enfin, travail sur la je suis relation plus son énergétique. travail. Alors, comment, pardon? C'est vraiment un travail sur la relation énergétique. Ah oui, oui, Hmm. oui, oui, oui. C'est ça qui fait la différence. Ouais, Hmm. ouais, c'est ça qui fait toute la différence. Au-delà de la technique, c'est la vibrance Hmm. qui se transmet à travers le mouvement. C'est ça il y a une très belle vidéo. Bon, encore une fois, je ne suis plus le travail de Klaus Empfling depuis de nombreuses années, mais à l'époque, je parle dans les années, ça devait être les années 90, 2000, quelque chose comme ça. Il y a une très belle vidéo où il est avec un cheval gris en liberté dans les champs au Danemark et, et du coup où on voit le cheval qui est dans la pleine expression de ce qu'il a de plus beau, quoi. Et c'est splendide. Au-delà de la technique, oui, il l'envoie sur le cercle, oui, il change de main, etc. Mais on voit que le cheval, du coup, se sent beau, se sent valorisé, et du coup, exponence cette beauté et cette valorisation, et c'est ça qui est chouette. Hmm. Ouais, ouais. Alors, dis-moi un rêve que tu as réussi à réaliser. Galoper sur la plage au Sainte-Marie-de-la-Mer. Magnifique. Ça m'a appris à me dire, à oser ne plus avoir peur de mon corps. Est-ce que mon corps va suivre ou galoper? Est-ce que mon cheval va suivre ou galoper? Hmm. Est-ce que nos corps vont... Voilà, parce que quand ça va vite, l'équilibre est pas forcément là, surtout avec un sabri, qui est pas forcément un cheval super équilibré. Euh, et, et piaffer avec sabri aussi. Quand je l'ai acheté, j'ai dit un jour, je piafferai avec ce cheval. Tout le monde a ri de moi. Et ça m'a pris 7 ans en piaf. À la mesure de ce qu'il peut donner comme piafé, évidemment, c'est pas un Lusitanien, donc voilà. Mais oui, il piaffe. Hmm. Donc c'est C'est une beau petite d'avoir revanche fait. entre guillemets sur la vie et sur ce que on dit en anglais, dans impossible, il y a possible. Donc, Ça. ici, c'était possible. Et aujourd'hui, s'il y a un rêve que tu souhaites réaliser, ça serait quoi? Et qu'est-ce que ça te demanderait en fait? Alors aujourd'hui, je suis plus dans quelque chose de technique, justement. Donc, attention avec le warning de ne pas perdre la relation dans cette recherche technique. Aujourd'hui, j'aimerais, alors c'est très technique, hein, j'aimerais que un jour on arrive, que Sabri arrive à plier ses hanches, plier l'articulation de ses hanches pour s'asseoir un peu plus et qu'on réalise la levade en respectant, parce qu'il a la levade, qui est un exercice technique en dressage, mais pour moi, elle n'est pas juste parce elle va chercher un peu trop en force dans son corps. Elle manque d'équilibre et justement, pour avoir plus d'équilibre, il faut plier les hanches. Mais il a toujours pas compris comment dans son corps, c'est ça aussi que je propose comme travail, c'est amener la conscientisation corporelle du cheval avec son propre corps. Et donc, du coup, il a toujours pas compris. J'ai toujours pas réussi à lui faire comprendre que s'il s'organisait en pliant ses hanches, ça allait être plus facile.
Donc, c'est arriver à se comprendre là-dessus. Donc, moi, j'ai la technique. Je sais qu'il faut qu'il plie ses hanches pour que ça soit plus facile, plus juste, plus équilibré. Mais j'arrive pas à lui faire comprendre Est-ce que qu'il faut. toi, dans ton corps, c'est un mouvement que toi, tu peux faire dans ton corps? Alors, j'y travaille énormément, justement. Je commence par là, comme je disais tout à l'heure, hein, je proposerai à mes chevaux que je ne me propose pas à mon propre corps. Et j'y travaille et j'explore à travers, je travaille en équitation centrée aussi avec Brigitte Rémillon. Euh, et j'explore à travers mon propre corps, alors sans faire d'anthropomorphisme, parce qu'on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes défis, on n'a pas les mêmes blessures, on n'a pas les mêmes aplombs, etc., etc. Mais à travers l'exploration de mon corps, ce que j'aime, c'est comment je réalise certaines que parfois euh, le problème n'est pas le problème, que c'est pas forcément la victime qui crie qui fait le problème, quoi. C'est peut-être ailleurs. Et donc, en le réalisant dans mon propre corps, ça m'invite à explorer autre chose que le pli de ses hanches, justement. Tu vois, je me dis, ah, bah tiens, peut-être que, donc je cherche, je suis encore en recherche. Et si je pouvais, avant, dans 10 ans, s'il vous plaît, Seigneur, si je pouvais, ou la petite lampe d'Aladin, si je pouvais, avant, que ça prenne un peu moins de 10 ans, ça serait cool. Moins de 10 ans et Faut que je sois un petit peu plus précise, ouais. oui. C'est bien voilà, on peut se dire, allez, 2026, mais je chemine vers ça déjà. Hein, la toute dernière séance, en parlant de façon très concrète, la toute dernière séance, c'est ça aussi, c'est arriver dans le moins à trouver le mieux. Tu vois, c'est pas forcément faire plus, c'est plutôt faire moins, mais mieux. Et arriver à qu'est-ce que je peux faire moins, qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que je peux faire plus? Enfin, tout est dans un ajustement de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'est pour ça que c'est difficile quand on montre son travail, par exemple, en vidéo. Parce les gens veulent du waouh, veulent voir un truc très flagrant. Et en vérité, la beauté et le waouh, pour moi, elle est dans les toutes petites choses. Et à l'écran, bah, c'est difficile à faire passer. Elle peut être dans, comme moi je le dis, dans passer une porte. Et oui, complètement, complètement, complètement. Et là, la dernière séance que j'ai faite avec Sabri, il pleut, tu vois. Donc moi, je suis la spécialiste je travaille par tous les temps, quelle que soit l'heure, enfin, je suis une acharnée du travail et j'ai pas de manège. Et donc même quand il pleut, ben, je travaille au box ou je travaille sous l'abri. Il Ouais. y a toujours des choses à faire. Donc là, j'ai dit, OK, champ d'études, on va travailler sur le pli de l'articulation de ta hanche. Est-ce qu'on peut essayer d'explorer ensemble une autre voie? Et il s'est micro-équilibré différemment par rapport aux autres séances vers le chemin plus juste, que je pense être plus juste. Et du coup, bah, merci, bonsoir, super, c'est ma journée. Voilà. Mais ça, si je l'avais filmé, Alors, on est sur le même parcours et c'est exactement ce que je montre aussi à mes élèves. Pour le coup, et on en a reparlé là, une petite vidéo de 5 minutes sur bah, le même genre de truc, où la jument, j'enlève le licol pour la première fois et je fais juste quelques petits trucs sans les rênes, où je vois qu'elle a compris. Et du coup, les gens ont vu qu'elle avait compris et c'est tout. eh ben, super, ouais, ouais. Et c'est ça la difficulté dans notre enseignement, c'est arriver à, souvent les gens voient et puis disent, oui, mais c'est bon, ben, célèbre, gratitude, tu vois, regarde ce qu'il vient t'offrir. C'est ça, c'est la première fois, il vient d'y penser. Ben Même oui, s'il a ben même oui. pas fait, mais il y pense. Waouh! Ben oui, ben oui, c'est ça. Génial. Et c'est en ça que c'est un chemin aussi pour une école de la vie, c'est que arriver à célébrer les petites choses et voir que ben qu'est-ce qui est mieux qu'hier déjà, même dans une toute petite chose, ben génial. Hmm. Oui, c'est ça. C'est la cérémonie du thé, hein. Oui, complètement. Mhm. Alors, si tu as un film ou un livre à recommander absolument, pas un film ou un livre qui est ton préféré, mais que tu penses que absolument tout le monde devrait soit lire, soit regarder, parce que c'est très important. Dans une vie antérieure, je travaillais dans le cinéma et j'étais monteuse de cinéma, mais maintenant
Je regarde plus trop de films au cinéma, ni à Oui, la enfin une télévision. œuvre, tu vois, quelque chose où tu te dis les humains devraient, enfin tous les humains Oui, devraient, tu vois. si, Mister Nobody. Ok, Tu l'as vas-y, vu? raconte. Non, Tu peux le trouver sur YouTube en streaming. ok. Je t'invite vraiment à le regarder, mais il faut que tu sois dispo. C'est pas un film que tu regardes en mangeant ou en passant un coup de fil. C'est un film que tu regardes en te disant, je prends un temps pour moi, pour réfléchir sur ma vie. Et qu'est-ce qui t'a, enfin, pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde regarde ce film? Alors, je vais pas tout révéler la trame, évidemment, mais c'est un film sur le choix et à quel point ben, on choisit pas tout. Je pense pas, en tout cas. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qu'on choisit pas forcément, mais comment, à partir de ce qui nous arrive, je peux choisir de voir les choses pour construire ce que j'ai envie de construire. C'est vraiment un chouette film. C'est vraiment un beau film. Ouais, déjà rien que ce que tu as dit, ça me parle complètement. C'est l'œuvre de. Mais c'est un film c'est une fiction divertissante hein, en même temps. Oui. Mais c'est un petit peu comme Le Petit Prince. C'est sous des airs légers, il y a des grands messages. Mm. Ouais, c'est chouette. Ok, bah, j'irai le regarder. Si tu Mm. peux trouver un moment tranquille, t'offrir Mm. cette soirée-là, ça peut être chouette. Tu m'en redonneras des nouvelles. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu aimes le plus avec les chevaux et pourquoi? Pique-niquer. Ah oui, tu l'as dit déjà. Ouais, Pique-niquer avec les chevaux, c'est un moment très important pour moi. En fait, quand je fais une séance de travail, on travaille je travaille à peu près 1 heure par jour par cheval. C'est Klaus Empfling qui disait qu'il fallait que une personne, un cheval par jour. On peut pas plus. Dans nos métiers, évidemment qu'on le fait jamais, mais parce qu'il y a aussi un facteur de rentabilité. Mais idéalement, c'est ça pour le lien, pour la création du lien, pour la relation, etc. Et en fait, moi, j'essaye avec les chevaux que j'ai au travail aussi, j'essaye de le faire. C'est pour ça que j'en prends pas beaucoup non plus. Euh, 1 heure par jour, on travaille ensemble. Par contre, sur l'heure, eh ben, il va y avoir 3 quarts d'heure où on va brouter et 1 quart d'heure à peu près où on va euh, gymnastiquer, éduquer, faire ce qu'il y a à faire. Mais en fait, la séance de brouting fait pleinement partie de la séance de travail. Alors souvent, on me reproche, ou entre guillemets, c'est pas facile dans toutes les écuries où je vais d'intégrer ça. Mais en vérité, quand je suis avant d'aller faire une séance de travail, quand je suis avec mon cheval euh, en train de pique-niquer ou de faire mon secrétariat sur mon téléphone et qu'il est à côté en train de brouter, ben en vérité, je prépare ma séance là. bien sûr. Je prépare ma séance avant et après. Tu crées du lien et du relationnel. Ouais, complètement. On est ensemble sur une même. Alors, idéalement, c'est pique-niquer, mais je pique-nique pas 8 heures, 8 heures par jour. Je mange pas 8 heures par jour. Mais ce que j'aime dans le fait de pique-niquer, pourquoi j'ai dit pique-niquer, c'est parce que on est tous les deux dans une même recherche. Et en fait, c'est ou pique-niquer ou partir en cueillette. Je cueille beaucoup des plantes sauvages. Et, et partir en cueillette pendant que lui, il broute, c'est une forme de reliance. On est sur une même activité, chacun dans son spot, à son niveau, parce que je ne mange pas d'herbe, je mange des plantes ou des petits fruits, mais que je peux cueillir dans la nature, mais je mange pas la même herbe que mon cheval. Et en fait, on est quand même reliés dans une même activité, Mm. sans être collés l'un à l'autre dans une activité ensemble. On est ensemble, mais autrement. C'est un petit peu comme avec ton conjoint, tu partages, t'es dans le salon, il y en a un qui bouquine son livre, l'autre qui bouquine ou qui est sur son ordinateur en train de faire ses choses. Et c'est aussi la joie de partager ensemble ce moment-là. Mm. Mm. C'est pas comme être tout seul devant ton ordinateur ou tout seul en train de bouquiner. Mm. Ouais, ouais. Ou c'est pas comme bouquiner ensemble le même livre. Ne rien faire avec quelqu'un, c'est un signe de lien et de bien-être. Mm. Oui, ouais, tout Ouais. à fait. Et j'ai découvert que notamment partir alors là, j'ai
Scoop. Mhm. J'ai découvert comme ça que être vraiment ensemble sur la même activité, comme je te disais, de cueillette et pendant que le cheval broute, ou cueillette particulièrement plus que pique-nique, parce que cueillette, c'est être en recherche de quelque chose dans la nature. Et le cheval, quand il broute dans la nature, il est en recherche aussi de la bonne herbe, etc. Donc, il y a une forme de recherche proactive aussi. Il n'est pas passif en train de manger son seau de grain, par exemple, qui serait la même forme de passivité que manger mon sandwich ou manger ma salade. Mais là, on est en recherche de, tous les deux, on est dans une recherche commune pour se nourrir, chacun à notre niveau avec nos aliments. Et à travers ça, il y a une une expansion du lien qui est assez unique. Mhm. Ça crée quelque chose qui est à un niveau supérieur. C'est assez fort. Oui, en fait, c'est un partage d'une activité qui préoccupe l'un et l'autre, Oui, et pas oui, l'un qui prend juste oui, l'activité de l'autre. exactement, Mhm. exactement. Ouais, c'est chouette. Une chose que tu crois aujourd'hui et que tu n'aurais jamais cru il y a 10 ans. J'enseigne ce qui me meut. Parce que j'ai enseigné de nombreuses années sur ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et aujourd'hui, j'arrête de penser ce qu'on peut attendre de moi, qui n'est pas ça du tout finalement. Et j'enseigne et je peux transmettre Mhm. ce qui me meut et ça parle à de plus en plus de personnes. Et ça, c'est ma plus grande joie, quoi. Ouais, c'est chouette. Ça, c'est J'arrête d'essayer d'être quelqu'un d'autre, d'essayer d'être la femme que je pense qu'on attend que je sois. bravo. Ouais, Ouais. c'est beau. Ça me parle beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton approche après t'avoir écouté? Tout est possible. Dream big. Je vois derrière, hein. Always be kind, love, dream big, be happy and smile. Alors, on va le dire en français, hein, mais que les gens retiennent de mon approche, c'est la joie, la joie de pouvoir expérimenter à travers nos corps respectifs, le corps du cheval, notre propre corps, et danser ensemble. Merci, c'est chouette. Enfin, moi, j'ai vraiment pris du plaisir à t'écouter raconter. Tu vas répondre aux questions, raconter ton parcours. Et effectivement, en fait, c'est né du corps, tu vois, de toi en difficulté dans ton corps, de ton cheval en difficulté dans son corps, et du coup, de ce parcours, en fait, vers le dressage, la biomécanique, la technique, mais aussi le lien à travers tout ça. C'est très chouette, moi, j'ai beaucoup apprécié de t'entendre. Oui, je pense on aura encore à discuter. Non, parce que c'est ça, en fait. Moi, je suis sur un angle corporel et sur un angle, euh, la biomécanique n'est rien sans le mouvement. Il y a du mouvement, tu vois. Le mouvement, c'est la vie, évidemment. Mais dans toi, dans ce que je comprends de ton approche, il y a du mouvement aussi, mais c'est un mouvement à un autre degré, à un autre niveau. Et quand bien même l'un ne va pas sans l'autre, Mm. l'un se complète, l'un complète l'autre, et il y en a pas un plus fort qu'un autre, ou tu vois, enfin, c'est deux dynamiques différentes, mais dans un même corps qui Mm. font que c'est la vie, quoi, avec un grand V. Et j'ai l'impression, ça me rappelle, comment ça s'appelle, Il était une fois l'homme, là, tu sais, Ah oui, oui, putain, oui, le le truc dessin de l'homme animé. avec les petites cellules. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Oui, moi je suis sur le mouvement de l'intérieur du corps, des émotions, des pensées, de oui, la neurobiologie, avant ouais, tout. Et en fait, ouais. comment on a des manifestations extérieures, comme l'extension d'encolure, la souplesse de la cage thoracique, la respiration. Mais en fait, c'est pour influencer l'intérieur, pour moi, par rapport à mon travail. Ouais, Et ouais, du coup,
c'est chouette parce que l'objectif, c'est aussi le lien, retrouver le lien à soi Eh oui, pour être capable d'être en lien avec l'autre. bah oui, Et donc, complètement, ça, c'est complètement. une C'est pour méthode. ça que c'est hyper intéressant parce que je me dis, moi, j'aborde le sujet avec mon propre vécu, avec ce que la vie m'a envoyé comme expérience. Toi, tu l'abordes avec ce que la vie t'a apporté comme expérience. Et du coup, on se rend compte que finalement, bah, à travers bah moi finalement j'ai décidé de l'outil dressage pour exprimer ça. Toi, tu as le polo cross ou le travail en liberté, mais finalement c'est les mêmes recherches quoi. Et Mm. c'est ça qui est chouette, ça me fait penser aux discussions autrefois des écuyers qu'ils pouvaient avoir ou entre Michel Henriquet et Nuno Oliveira par exemple pour rester dans le champ de mon domaine à moi en dressage, qui à l'époque s'écrivait, on n'avait pas Zoom à l'époque, à l'époque s'écrivait le fruit de leur recherche ou alors leur questionnement, et toi, qu'est-ce que t'en penses, nani, nana, nana, et c'est ce qui fait grandir le débat, entre guillemets, et finalement on se retrouve là-dessus, toutes les deux, je pense, sur une même recherche. Ouais, c'est chouette. Je suis d'accord. Je suis Voilà. contente de ça. Ouais. Ouais. Et c'est pas forcément là où on m'attend parce que le cliché, les gens viennent souvent à moi pour de la technique. Encore une fois, le cliché, c'est bon, Mélina Saunier égale dressage biomécanique. Oui, mais pas que. Mm. Mais voilà. Ouais. Ouais, c'est trop chouette. Je pense on va pouvoir approfondir en fait les liens, les tirs croisés et la façon de faire grandir les gens et soi à Ouais, travers ces subtilités dans nos spécificités, dans nos savoir-faire. Ouais. ouais, ouais, ouais. C'est très chouette. C'était très chouette tes questions. Je te remercie parce qu'elles Avec étaient plaisir. euh, Euh, bah, j'ai rien préparé, évidemment. J'étais surprise par les questions, je m'y attendais pas. Ça m'a permis euh, d'être nature peinture, quoi. Et C'est comme l'idée. finalement j'ai envie de me montrer, Ouais, c'est tu vois, l'idée. comme on disait tout à l'heure, je cherche plus à plaire. C'est un peu le syndrome des femmes, sois belle et tais-toi, quoi, tu vois. Et je cherche plus à plaire. Voilà, prenez-moi comme je suis. Et je peux pas plaire à tout le monde. Mm. Et c'est bien correct comme ça. Et il y a des gens qui se tournent vers moi, qui vont pas se tourner vers toi, des gens qui se tournent vers toi, qui vont pas se tourner vers moi. Et c'est bien correct. Il y en a pour tout le monde dans l'univers. Et c'est Mm. ça, quand on arrive à voir le potentiel et la richesse de ce que l'univers a à nous offrir et rester dans cette confiance-là, eh ben, c'est là que ça se manifeste. Mm. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je te Et c'est remercie. marrant parce que t'as le panneau Dream Big et moi, juste en face de mon ordi, j'ai osé voir grand. Et je pense que c'est vers ça qu'on va, hein. Eh oui, eh oui. Moi, j'ai Et vraiment oser l'impression voir que grand, et ça arrive. ça vient. Ça Mm. arrive. Il y a qu'à. Bah, c'est des préceptes chrétiens, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Bon, faut t'aider quand même. Hein, faut se mettre en chemin. Mais ça vient pas tout cuit comme ça, donc faut travailler pour ça. Mais il suffit de se C'est en mettre route. en chemin et puis. Hein? Mm. C'est en route. C'est en route, voilà.